Il y a quelques temps, je suis tombé sur de vieilles vidéos de Paris datant du tout début du XXe siècle. C'était des petits films de quelques dizaines de secondes des principales places de la ville en 1890, et on pouvait voir à quoi ressemblaient les gens à l'époque. Rien de bien étonnant au premier abord, mais de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder la même chose pour New York, Tokyo, Moscou et Venise. Et c'est seulement au bout de 15 minutes que je me suis posé cette question. Comment ça se fait que des vidéos datant du siècle dernier, donc datant de l'invention de la vidéo en gros, se retrouvent en 4K 60 images par seconde sur YouTube? L'homme n'est pas retourné sur la Lune depuis le programme Apollo dans les années 60, et donc les vidéos originales qui témoignent d'une présence humaine sur le sol lunaire sont dans une qualité très mauvaise. C'est saccadé avec beaucoup de grains et des couleurs moches. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que quand on cherche vite fait, on peut trouver exactement les mêmes vidéos dans une qualité incroyable pour l'époque. Les couleurs et la définition sont ok, elles tremblent beaucoup moins et on n'a pas cette impression de saccade. Tout est très fluide, un peu comme si ça avait été filmé avec un iPhone. Est-ce que quelqu'un est remonté dans le temps pour filmer ça à l'iPhone? C'est peu probable. J'ai commencé à chercher des pistes et au contraire, l'hypothèse la plus plausible, c'est que ces vidéos aient été passées dans des logiciels. Du coup, je suis allé à la bibliothèque la plus proche de chez moi et j'ai cherché des livres qui parlent de traitement numérique de l'image. Et j'avais vu juste. En fait, il semblerait que ces vidéos aient été considérablement améliorées par de l'intelligence artificielle. D'abord, il y a un premier programme qui s'appelle DeolDify qui redonne de la couleur aux vidéos en noir et blanc. C'est un réseau de neurones qui a été spécialement entraîné à deviner les couleurs à partir des différentes nuances de gris. Ensuite, la vidéo en couleur passe par un deuxième algorithme qui s'appelle DIN et qui augmente le nombre d'images pour atteindre au moins 24 images par seconde pour que la vidéo ait l'air plus fluide et que ce soit plus agréable à regarder. Et enfin, on a un dernier programme qui améliore la définition et la résolution de chacune des images qui composent la vidéo en créant de nouveaux pixels sur chacune d'entre elles. Et celui-là, c'est Topaz. Tous ces algos sortent de plusieurs papiers de recherche, ils sont déjà codés et dispo gratuitement sur internet. Ça veut dire qu'en théorie, tout le monde peut les récupérer et les appliquer sur ses propres vidéos. Ça a l'air facile. Quelle naïveté, en pratique c'est pas simple du tout et vous allez voir pourquoi. Du coup, adios l'hypothèse du voyage dans le temps. De toute façon, tout le monde sait très bien que c'est impossible. Mais par contre, à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que ces questions qui venaient à peine de germer dans mon esprit n'étaient qu'en fait le début de l'aventure. Quelques jours plus tard, je me suis dit que ça valait le coup de tester tous ces algos sur mes propres vidéos pour vérifier que ça marche. Le problème, c'est que toutes les caméras qui sont sorties il y a moins de 20 ans sont trop bien pour être restaurées et passées dans des programmes de ce type. Enfin, en soi, on pourrait le faire, mais ça servirait pas à grand chose. Et donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus rétro. Et c'est pour ça que j'ai acheté une caméra Super 8. C'est des caméras à pellicule Kodak qui étaient super populaires dans les années 70-80. Tout le monde en avait, ça a eu un succès fou et ça a marqué le début de la vidéo grand public. Sauf qu'avec l'arrivée du numérique dans les années 90, le Super 8 a subi une chute de popularité à peu près proportionnelle à l'intensité de son succès, et donc c'est un peu dur de trouver des pellicules et de les faire développer aujourd'hui. J'ai quand même réussi à choper 2 bobines en noir et blanc pour avoir l'image entre guillemets la plus mauvaise possible, et surtout pour voir comment on peut améliorer ça. Donc bienvenue dans le 18e arrondissement de Paris. Bon, les images sont hyper grainées, on a un framerate à 18 images par seconde, c'est pour ça qu'on a l'impression que la vidéo est un peu en accéléré. Ce qu'il faut se dire, c'est que comme c'est de la pellicule, j'ai absolument aucun retour sur ce que je filme avant le développement. Et donc contrairement à un appareil photo réflexe ou à un téléphone, je vois pas si les plans que je filme sont cramés ou bien exposés. Et d'ailleurs, entre le moment où je filme et le moment où je peux voir ce que j'ai filmé, il y a le développement de la pellicule qui dure à peu près 3 semaines. Juste après avoir filmé ces images, je pars tourner une vidéo pour mon pote Vincent qui fait de la musique. Tout ce que j'ai filmé pour lui, c'était avec un appareil photo numérique, mais par contre, j'en profite pour vider la première pellicule de ma Super 8, comme ça je peux directement utiliser les programmes de machine learning. Et c'est là que les ennuis vont commencer. J'avais installé une petite lumière pour que l'éclairage du clip soit sympa, et donc la plupart des plans que j'ai tournés avec mon appareil photo sont ok. Mais malheureusement, on peut pas en dire autant des plans filmés avec la pellicule. Déjà, je m'en rends pas forcément compte sur le moment parce que j'ai pas l'habitude de filmer avec ça, mais la plupart des rushs en intérieur sont complètement sous-exposés. Ce qui fait qu'on a une grosse perte d'informations qui va pas du tout faciliter le travail des algorithmes. Et du coup, 3 semaines plus tard, quand je reçois les pellicules développées, je réalise que ça va être beaucoup moins rigolo que prévu vu la qualité du résultat, mais je suis quand même curieux de voir comment on peut améliorer le truc et du coup je décide quand même de les passer dans les algorithmes de restauration. Et donc voilà, ça a pas marché. Le résultat est limite pire qu'avant, les couleurs sont horribles, et l'augmentation du nombre d'images par seconde rend les vidéos extrêmement bizarres. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je m'attendais vraiment à un effet waouh, surtout quand on voit le résultat avant-après de certaines vidéos. Ce
que je comprends pas trop, c'est pourquoi j'arrive pas à avoir des résultats aussi bons que ceux sur internet alors que j'ai utilisé exactement les mêmes logiciels. Certains exemples que j'ai pu voir partent de beaucoup plus loin, genre le train ou la bataille de neige des Frères Lumière. Quand je regarde les vidéos actuelles, j'ai limite l'impression que c'est tourné avec des caméras récentes. Et du coup à ce moment-là, comme j'étais un peu dégoûté de mon résultat nul, j'ai appelé un autre pote qui s'y connaît bien mieux que moi en machine learning pour lui demander si on peut pas faire mieux que ça. Le seul truc c'est que je savais qu'il allait pas pouvoir m'aider en physique parce qu'actuellement il fait un semestre en Italie. Ouais, je m'y connais un peu en restauration de vieilles vidéos, mais je pense que tu devrais venir à Venise, comme ça on pourra en parler et faire quelques films au passage. Du coup j'ai pris la deuxième pellicule et je suis parti à Venise, un peu sur un coup de tête mais avec la ferme intention de comprendre ce qui n'a pas marché et surtout de faire beaucoup mieux. En temps normal, il paraît que c'est blindé de monde, une espèce de file d'attente permanente qui occupe chaque mètre carré d'espace de la ville. Bah moi quand j'y suis allé, c'était complètement vide. Il y avait un espèce de brouillard qui avait envahi Venise quand je suis arrivé et ça donnait une ambiance très étrange. Comme si tout avait été abandonné et que le temps s'était arrêté. Bienvenue à Venise. Voilà, du coup j'ai profité de la journée suivante pour visiter Venise. C'est vraiment une des villes les plus stylées que j'ai pu voir en Europe. La ville est posée sur pilotis, l'architecture est unique au monde, et on se promène en franchissant des canaux grâce à des petits ponts qu'on trouve partout dans la ville. Ça m'a fait un peu penser à Bordeaux, une très jolie ville à taille humaine où on peut faire tous ses déplacements à pied ou en bateau. La plupart des gens m'avaient dit que 3 jours suffiraient pour bien faire le tour de la ville. Là j'y suis resté plus d'une semaine et je vous promets qu'il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai essayé de filmer plein d'endroits différents pour que vous puissiez voir au mieux comment c'est sur place et pour avoir d'autres rushs à restaurer. Et cette fois, j'ai filmé essentiellement en plein jour pour avoir des résultats exploitables. Plus tard dans la journée, je retrouve Alexandre, je lui montre les vidéos que j'ai essayé de restaurer et je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur résultat. Bon déjà, il n'y a pas de miracle. Essayer de sauver des vidéos ultra sombres, c'est complètement inutile parce que les algos fonctionneront pas de manière optimale. En fait, quand on regarde les vidéos que j'ai pas réussi à restaurer, le truc qui pose problème, c'est principalement la couleur. Elle est horrible. Et j'ai réessayé plusieurs fois d'utiliser Dioldify et j'ai jamais réussi à vraiment avoir un résultat convaincant. Du coup, il m'a conseillé de tester un autre algorithme différent des 3 que j'ai utilisés jusqu'à présent, Deep Remaster. C'est un programme de restauration de couleurs développé par des chercheurs japonais. Il est très récent et encore très peu utilisé pour une raison simple, il consomme énormément de RAM. L'avantage de cet algo, c'est que pour chaque morceau de vidéo à restaurer, on doit passer une photo colorée au programme. Il détecte les couleurs sur la photo et il les applique sur toute la vidéo. Et ça c'est super bien parce que ça permet d'éviter d'avoir les couleurs moches un peu sépia de l'autre programme. C'est comme si on lui avait donné un modèle en soi. Pour chaque plan tourné à la Super 8, je prends une image que je recolorise avec Photoshop et mon but c'est de la refiler comme modèle au programme pour qu'il applique les couleurs sur toute la vidéo. Sauf que voilà, encore un problème, le logiciel crache sans arrêt, j'arrive pas à le faire tourner. Le principal problème des algorithmes dont je parle depuis le début de la vidéo, c'est qu'ils demandent beaucoup de ressources, et qu'en plus ils mettent plusieurs heures à s'exécuter. Donc c'est encore plus embêtant d'attendre 3 heures pour qu'au final le programme bug sans qu'on sache trop pourquoi. Bon, à ce moment-là, je vous avoue que je commence vraiment à me dire que la mission est compromise, ça faisait plusieurs trucs que j'essayais et qui ne marchaient pas, et j'avais l'impression de bien perdre mon temps. Mais avant d'abandonner, j'ai essayé un dernier truc. J'ai volontairement réduit la taille des vidéos avant de les donner à Deep Remaster. En gros, au lieu de donner des vidéos en 720p à l'algorithme, j'ai divisé la résolution par 2 pour la réaugmenter juste après avec Topaz, le logiciel de super résolution. Et là, comme ça a marché. Comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être parfait, mais c'est déjà bien mieux que la vidéo de base tournée en Super 8. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, on ne vit que les prémices de ce type d'algorithme. Donc moi, je suis super content du résultat final. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez les utiliser aussi.